Je tiens à remercier M. Doha sur la quantité d'informations qu'on a eu à travers le débat. Et concernant ma présentation, elle ne va pas sortir que cet aspect. Donc je vais continuer un peu sur le même aspect. Donc ma présentation est intitulée Optimisation de la performance et gestion du stress le jour de la compétition dans les sports de combat. Donc, au départ, le plan de cette présentation. Donc, on va essayer de voir le pourquoi de cette problématique, pourquoi on s'est intéressé à la gestion du stress le jour de la compétition dans les sports de combat. En deuxième lieu, on va essayer de voir, où j'essaierai de présenter des résultats d'une enquête qui a été réalisée sur des athlètes de l'équipe nationale du judo gamme senior. Donc c'est toute une enquête qui a été réalisée. J'essaierai de présenter quelques résultats et à la fin on va essayer de passer à la conclusion et la recommandation. Donc au départ, j'essaierai de débattre la première question principale de cette présentation. Pourquoi la gestion du stress dans le jour de la compétition dans les sports de combat? Pourquoi on s'est intéressé à ce thème-là? Est-ce qu'il est réellement important, la gestion du stress? Elle est importante le jour de la compétition. Pourquoi on donne de l'importance à cette thématique? C'est ce qu'on va essayer de débattre à travers la présentation. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans les sports de combat, il y a une certaine spécificité sur le plan psychologique chez les athlètes. Quels sont ces aspects psychologiques? Les athlètes dans les sports de combat peuvent rencontrer plusieurs barrières psychologiques qui peuvent affecter leur performance sportive. Donc, il y a un certain nombre de barrières psychologiques qui sont différentes par rapport au sport collectif et par rapport au sport individuel. On va essayer de voir un petit peu la spécificité de ces barrières psychologiques. Alors, la première barrière psychologique dans les sports de combat, c'est la peur de la défaite. La deuxième barrière psychologique dans les sports de combat, c'est la pression de la gestion du poids. La troisième barrière psychologique, c'est les problèmes de la concentration. D'ailleurs, M. Doha a soulevé le problème de la concentration. Il y a un véritable souci chez les athlètes algériens. On a un véritable souci de concentration. Les athlètes ne savent pas se concentrer le jour de la compétition. Et je vais revenir sur ça. Et le dernier point, c'est la peur des blessures. Donc c'est la spécificité des barrières psychologiques dans les sports de combat. Allez, on va commencer point par point. Alors, la peur de la défaite. Donc le premier point, c'est que l'athlète, il craint de perdre, la crainte de perdre peut générer une pression excessive et diminuer la confiance en soi. Le premier obstacle psychologique. Et là, vous allez me poser la question, vous allez me dire, même dans les sports collectifs, dans les sports individuels, l'athlète, il a peur de la défaite. Mais en réalité, dans les sports de combat, le problème il est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que l'athlète, il n'a pas peur de la défaite en réalité. Il a peur de ce qu'on appelle en judo le ipan. Ça veut dire qu'il a peur d'être ridiculisé par l'adversaire. Premier obstacle psychologique. Il n'y a pas que le judo, même en karaté, on a ce genre de problème. En réalité, l'athlète, il a peur de ce qu'on appelle tbahdila. Ok, itbadil. Donc c'est un véritable souci chez les athlètes dans les sports de combat. Chose qui est différente un petit peu dans les sports collectifs. À titre d'exemple, dans les sports collectifs, l'échec ou la défaite, elle est partagée un petit peu. Donc l'impact sur le plan psychologique, il est réparti, il est partagé chez les différents joueurs. Dans les sports individuels aussi, des fois l'athlète il peut justifier la défaite à travers la forme sportive. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi cette performance parce qu'il doit travailler davantage. Mais dans les sports de combat, en réalité, on ne peut pas quantifier la performance. Et ça, avoir peur de la défaite,
il peut être un véritable obstacle psychologique. En boxe, il y a ce qu'on appelle le chaos. Donc, quand l'athlète il perd le combat par un chaos, des fois ça laisse un impact très négatif sur le plan psychologique. Et souvent, les athlètes, ils ne veulent pas revenir à la compétition. Et d'ailleurs, il y a une deuxième recherche qui parle de ça, où on avance des données, où il y a un pourcentage très important des athlètes qui ne veulent pas revenir un petit peu à la compétition. Donc, premier obstacle psychologique. Le deuxième obstacle psychologique, c'est la pression de la gestion de poids. Les sports de combat, généralement, c'est des disciplines de poids, où l'athlète est conditionné par un poids. La gestion de poids est une pression significative. Elle provoque un stress mental considérable avant, pendant et des fois même après la compétition. L'athlète il se retrouve à gérer les problèmes de poids jusqu'à le jour J de la compétition. Et ça peut être un véritable obstacle psychologique. Donc la deuxième barrière psychologique. Et des fois l'athlète il est sous pression jusqu'à la pesée. Donc 1 heure avant la compétition, il est toujours sous pression. Donc ça peut être un véritable obstacle psychologique dans les sports de combat. Le troisième problème, c'est le problème de la concentration. M. Douha, il a abordé le problème de la concentration et il a dit que peut-être si on s'est bien concentré, on aurait peut-être pu surmonter ce match-là et pourquoi pas décrocher une performance. La mauvaise prise en charge des athlètes sur le plan psychologique ou mental est souvent la cause de la fatigue mentale et physique. Le doute, plus on avance dans la compétition, plus l'athlète il commence à avoir le doute. Et le doute, c'est un facteur qui peut limiter la performance sportive. Dans les sports de combat, dès que l'athlète il commence à avoir le doute, c'est terminé. Il commence à justifier à l'avance son échec. Et tu dis, voilà, je ne me sens pas bien, j'ai un souci, j'ai ceci, cela. Donc il commence à justifier son problème de l'échec. Le troisième, c'est les pensées négatives. Donc déjà, il est dans la compétition, il réfléchit l'après-compétition. Il commence à réfléchir à quitter la compétition, à ne pas faire la compétition, à refuser la compétition, et ainsi de suite. Et des fois, la pression du public aussi, qui peut être un obstacle, un véritable obstacle, où l'athlète, à cause de la pression, ils ont du mal à se concentrer à la compétition. Donc, et le dernier obstacle psychologique, c'est la peur de la blessure. La peur de la blessure. Attention, dans les sports de combat, l'athlète il est confronté à un combat, donc c'est un contact direct. La crainte de la blessure peut limiter le niveau d'agressivité chez l'athlète, qui est un facteur déterminant dans la performance sportive dans les sports de combat. Le niveau d'agressivité qui doit développer l'athlète au fur et à mesure dans la compétition, c'est un facteur déterminant. Mais malheureusement, la peur de la blessure, elle peut être un facteur limitateur de cette agressivité. Et par conséquent, ça peut diminuer l'efficacité de la technique chez l'athlète. Il devient inefficace. Allez, donc ça c'était le quatrième point. En parlant de la blessure, puisque j'ai abordé la blessure, j'ai dit que la blessure c'est une quatrième barrière psychologique. Oui, l'athlète, il est confronté à un contact direct. Et des fois, l'athlète, il reçoit des coups très dangereux, des blessures très dangereuses, ce qui peut, un petit peu à l'avance, limiter l'engagement de l'athlète. En judo, ça c'est les sports karaté, le kickboxing, le taï, etc. Et en judo, des fois, l'athlète, il a peur de s'engager dans la technique, il a peur des blessures. Et des fois, ce genre de technique, une mauvaise réception de la technique, ça peut provoquer des fois des blessures graves et du vertèbre cervical. Donc, l'athlète, il rentre à la compétition diminué déjà sur le plan psychologique, donc moins d'engagement et moins d'agressivité. La deuxième partie de cette présentation, on va vous présenter un petit peu quelques résultats d'une enquête qui a été réalisée dans le cadre de l'encadrement de l'équipe nationale du judo féminine, donc sur laquelle nous avons travaillé sur cet aspect, l'aspect psychologique. Donc, les résultats que nous allons présenter
ont fait l'objet d'une expérimentation, une enquête, réalisée durant la période de l'encadrement de l'équipe nationale du judo féminin, là, sur un cycle de 6 mois, où nous avons participé à 3 grandes compétitions. La première compétition, c'était les championnats arabes en individuel et par équipe, donc c'était réalisé à Alger. La deuxième compétition, c'est le Grand Prix de Zagreb. En judo, le Grand Prix, il est considéré comme une compétition de haut niveau. Ok, de haut niveau. Et la troisième compétition, c'est les championnats d'Afrique réalisés l'année passée au Maroc. Et en dernier lieu, la dernière compétition, c'est les Jeux mondiaux qui se sont déroulés en Arabie Saoudite fin 2003. 23, pardon. Alors, le championnat arabe, nous avons observé et analysé 35 combats. Pour le Grand Prix de Zagreb, nous avons observé et suivi 10 combats. Les championnats d'Afrique, nous avons suivi 38 combats. Et les Jeux mondiaux des sports de combat, nous avons suivi 12 combats des athlètes. Donc, toutes les compétitions, c'est des compétitions classées en réalité des compétitions de haut niveau, en judo. Donc, le total des compétitions que nous avons observées, c'était 95 combats. De haut niveau, c'est énorme. C'est énorme chez les athlètes. Donc, on commence à développer le protocole un petit peu expérimental de cette enquête. Donc, nous avons essayé de suivre 15 athlètes filles, de haut niveau en judo, et nous avons observé 95 combats de haut niveau. Donc, en termes de résultats, nous avons observé les combats gagnés qui représentent 53 combats gagnés, ce qui représente 50,35%. Les combats perdus, c'était 42 combats, ce qui représente 39%, et avec un pourcentage d'efficacité qui représentait 27%. On passe directement aux résultats. Donc, l'enquête, il y a eu pas mal de résultats. J'essaierai de présenter un petit peu 2 ou 3 résultats les plus importants. Donc, les résultats, en premier lieu, les résultats de l'effet de la gestion du poids sur la performance. On voulait savoir un petit peu le lien entre la gestion du poids et la performance. C'est-à-dire, est-ce qu'il a gagné son combat ou il a perdu son combat? Nous avons constaté que 77,14% des combats perdus pour des athlètes qui avaient des soucis de poids. Ils avaient une pression de poids jusqu'à le jour de la compétition. Il n'y avait que 23% qui ont réussi à gagner les combats. On voulait savoir comment ça se fait. Pour certains, ça n'a pas marché, et pour d'autres, ça a marché. Donc, on voulait voir un petit peu c'était qui ces athlètes-là. Eh bien, nous avons constaté que les athlètes qui ont réussi à développer, à gagner les combats avec un pourcentage de 23%, c'était les athlètes les plus performantes. Donc, Belkadi Amina, elle est classée aujourd'hui comme la meilleure athlète en judo. Asma Sonia et Issahin Faiza. 3 athlètes. Donc, le pourcentage de réussite, il était représenté par les 3 athlètes. Ça veut dire que c'est les 3 athlètes qu'elles ont réussi à décrocher un podium. Donc, par la suite, première place dans les 4 compétitions, deuxième et première place dans les 4 compétitions, et première et deuxième place dans les 4 compétitions. Et pourtant, c'était des athlètes qui avaient un problème ou un souci de poids. Mais comme c'est des athlètes expérimentés, elles ont réussi à gérer le problème de poids bien avant la compétition. Le deuxième aspect sur lequel on s'est focalisé, c'était les résultats de la pression, de la gestion de poids toujours. Donc, pour les 77,14%, nous avons constaté le jour de la compétition, à cause des pressions de poids, une fatigue physique et mentale, le jour de la compétition. Une baisse de la confiance en soi, le stress et l'anxiété, la simulation des blessures. Donc, c'est les résultats qu'on a eus
à travers l'enquête que nous avons réalisée. Pour les athlètes qui avaient des soucis de poids, le jour de la compétition, quelques athlètes, elle a toujours 300, 400, 500 grammes à gérer, des fois 1 kilo. Et des fois, l'athlète, il se retrouve à faire de l'exercice 1 heure avant la compétition, chose qui est un petit peu inadmissible. Donc, les athlètes qui subissent une pression de la gestion de poids, elles ont développé ces facteurs un petit peu de fatigue, de baisse, etc. Le résultat du niveau de la concentration, comme il a parlé tout à l'heure notre ami collègue, donc il a parlé d'un point très important qui est la concentration observée chez les athlètes le jour de la compétition. Est-ce que réellement nos athlètes, ils arrivent à se concentrer le jour de la compétition? On voulait suivre et voir qu'est-ce qui se passe en termes de concentration. Nous avons constaté que sur 49 combats, ce qui représente 43,1%, des athlètes, elles avaient un manque de concentration. Elles ne savent pas se concentrer pour la compétition. Chose qui est énorme. Et 39 combats, qui représentent 34,32%, des athlètes qui avaient cette capacité de se concentrer le jour de la compétition et par rapport aux différents combats. Et on voulait savoir quels sont ces athlètes-là. On a constaté que c'était les mêmes athlètes. On voulait savoir pourquoi. On a constaté que ce pourcentage de réussite dans les combats à travers une bonne concentration, il était observé chez la première athlète, Rukadi Amina, qui est aujourd'hui qualifiée pour les Jeux Olympiques. Nous avons constaté que c'était dû au volume compétitif qu'elle a réalisé. Elle a réalisé sur une année plus de 40 entre stages et compétitions internationales. Donc, pour elle, les championnats arabes, les championnats d'Afrique, c'est une opération facile. Donc, le souci pour elle, il est situé dans les championnats du monde, quoique elle a réussi à décrocher récemment 3e place un championnat du monde, chose qui est quand même assez importante. La même chose pour Aslah Sonia, donc elle arrive à décrocher le podium. Elle aussi, elle a réalisé plus de 25 compétitions internationales et stages internationaux. Donc, c'était des athlètes, elles ont pris de l'assurance. Donc, elles ont un petit peu une grande capacité de concentration le jour de la compétition. Donc, on voulait savoir un petit peu la stratégie développée par ces athlètes-là. Nous avons constaté que c'était des athlètes, quand même, elles avaient une stratégie de concentration. Elles avaient une bonne préparation mentale avant la compétition. 2, une bonne gestion de poids. Ça veut dire que c'était des athlètes qui savaient comment gérer le poids bien avant la compétition. 3, la concentration totale le jour de la compétition. Coupée du monde extérieur, pas de contact. Donc c'était des athlètes qu'elles avaient la capacité de rentrer pleinement dans le monde de la compétition. Ni portable, ni famille, ni amis, ni rien du tout. Concentration totale. Pas de contact par le mobile. C'était des athlètes qui assuraient le premier combat. Donc, elles se concentraient pour le premier combat. Et dans les sports de combat, c'est un détail très, très important pour l'athlète. Dès qu'il met son pied dans la compétition, on dit que l'appétit, elle vient en mangeant. Donc, dès qu'il décroche le premier combat, par la suite, ça va devenir une opération facile. Et il gère combat, qui est méconnu en foot, match. Donc, combat, elles arrivent quand même à arriver au carré final. Elles avaient la capacité de suivre les athlètes, les adversaires pendant le combat. Ça veut dire que ce n'étaient pas des athlètes déconnectés de la compétition. Ça veut dire dès qu'elle termine son combat, elle est là, elle regarde, elle suit l'adversaire. Ce n'est pas tout le monde qui faisait ça. Donc, c'est une spécificité pour les athlètes de qualité, tels que les 3 athlètes. Et en dernier lieu, donc le niveau très élevé d'agressivité en demi-finale et en finale. Elle montait au fur et à mesure en termes d'agressivité. Le premier combat, elle assure le premier combat. Le deuxième combat, on commence à sentir un petit peu le niveau d'engagement
dans la compétition, dans le combat, un niveau d'agressivité, une assurance parfaite, gérée jusqu'à la finale où généralement le niveau il est équitable entre les deux athlètes et des fois c'est, comme M. Douha, des fois c'est un détail qui fait la différence dans une finale. Allez, je ne vais pas trop tarder, je termine avec ça. Donc en conclusion, on peut faire ressortir beaucoup de choses à travers l'enquête. On a beaucoup de données, donc j'ai essayé de faire un résumé et de présenter un peu les résultats les plus importants. Une meilleure prise en charge des athlètes le jour de la compétition. Donc, pour une meilleure prise en charge, il faut une préparation psychologique adéquate et adaptée pour chaque groupe d'athlètes. Attention, dans les sports de combat, il y a ce qu'on appelle la spécificité. Chaque athlète, il a son tempérament. Wahed, il a peur, l'autre, il n'a pas peur. Wahed, il bouge. Wahed, il ne sort pas des sanitaires. Wahed, il veut dormir. Wahed, il veut manger. Wahed, il veut bouger. Wahed, il veut... Donc, il y a une spécificité. On doit prendre en considération cet aspect. Il est déterminant. Donc, 1, 2... Une bonne gestion du poids avant la compétition est nécessaire pour une meilleure maîtrise du stress le jour de la compétition. On a parlé de ça. J'ai essayé de soulever ça avec les responsables de la fédération. On doit passer à la gestion du poids. La fiche de l'athlète, d'ailleurs l'équipe de France, un spécialiste qui suit le poids. C'est très simple. C'est avec la fiche. Le jour J de la compétition, tous les athlètes qui ont un souci de poids, ils sont à 400 grammes, 500 grammes. Donc on peut facilement récupérer le poids à travers cette gestion. Le troisième aspect en termes de conclusion, en termes de recommandation, c'est l'utilisation des méthodes et techniques de concentration. Ok? Et il faut passer à... Il faut se mettre à la page, il y a des techniques, il y a des nouvelles techniques sur le plan psychologique, il y a des méthodes, des nouvelles méthodes. On a des spécialistes qui maîtrisent ces méthodes-là. Si on veut atteindre un niveau de concentration très élevé chez les athlètes, il faut associer des gens, il faut associer des spécialistes. Et en dernier lieu, je termine avec ça, la présence d'un préparateur psychologique le jour de la compétition est plus que nécessaire pour une meilleure prise en charge des athlètes. La prise en charge sur le plan psychologique, attention, mais pas que avant la compétition, avant, pendant et après la compétition. Les gens, ils oublient cet aspect. Des fois, on a affaire à des athlètes qui sont... c'est la déception totale après une défaite. Comment réfléchir à prendre en charge ces athlètes-là sur le plan psychologique? Allez, je ne vais pas trop mobiliser la parole. Je vous remercie.